Bonjour, chers téléspectateurs de R7. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, au Congo-Brazzaville principalement, mais aussi à travers la diaspora, qu'il s'agisse des pays africains, européens, américains, ou encore asiatiques. Je suis Didier Moueni-Ivolo, celui qui vous présente habituellement la chronique de R7. Aujourd'hui, compte tenu de l'actualité nationale, je voudrais proposer à la chronique aujourd'hui un thème dont on a beaucoup discuté, en tout cas dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, autour de l'impôt forfaitaire de solidarité nationale. Alors, je pars de cette taxe que l'État essaie de faire passer. Alors, on nous dit que finalement, le ministre Ngatse a retiré, ça a été retoqué à la commission finance, ça a été retiré, mais attention, tant que la loi de finances n'est pas votée, alors il faut rester vigilant. Hein. Donc, je pars de cette taxe pour essayer de décortiquer ce qu'on appelle la solidarité nationale et comment cette solidarité nationale pourrait s'exprimer dans notre pays. Parce que quand on parle de la solidarité nationale, alors tout le monde pense qu'il a compris. Mais en réalité, est ce que nous avons tous compris, ce que le gouvernement a voulu dire par la solidarité nationale. Et essayer comme ça de décortiquer cette notion, ce concept, pardon, de solidarité nationale. À quel moment on parle de solidarité nationale? Et donc, on peut parler des solidarités humaines, et on va voir tout au long de notre chronique, et je pourrais comme ça donner des exemples qui montreraient si l'État est solidaire de la population ou des entreprises ou de qui, ou si l'État ne l'est pas, et à quel moment l'État peut demander à la population d'être solidaire. Mais quelle population? À qui on demande? Est-ce que à tout le monde? Mais tout le monde, c'est qui? Alors, je rappelle encore, nous sommes les maîtres des sciences sociales, des sciences humaines et sciences sociales. Nous ne sommes pas des citoyens lambda de la rue. L'homme politique, lorsqu'il parle, il ne parle pas comme étant un homme de la rue. L'homme de la rue, avec ses amis, sa famille, ça peut discutailler, divaguer, échanger, parlementer, voilà. Mais lorsque un homme politique parle, il doit parler avec le niveau de connaissance suffisant pour régler un sujet. Il est scientifique dans sa démarche, tout comme un intellectuel, un universitaire ou encore un artiste. Je peux vous dire que lorsque vous regardez le match comme on a vu hier entre le Real et Barcelone, évidemment, c'est pas le Moina Foot. Là, on est dans le haut niveau avec toute la technicité footballistique que cela implique. Le Real a pris une raclée. J'espère que vous qui parlez avec Denis Sassou Nguesso, lui qui est supporter du Real, donnez-nous des nouvelles. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que il n'est pas, pardon, il n'est pas triste par rapport à cette déconvenue, mais ça reste le football. Donc voilà, lorsque nous parlons, de quoi nous parlons et de quoi il s'agit et quelle est la méthodologie de travail pour répondre à un sujet. J'ai essayé d'aller regarder un peu ce concept ou cette notion de solidarité, être solidaire. Donc, s'entraider, l'entraide. Alors, on peut comme ça, dans l'histoire des êtres humains, pour ne pas dire de l'humanité, voir les premières formes de solidarité au niveau familial. Et aujourd'hui encore, beaucoup de familles en Afrique en général vivent non pas grâce à l'État, et sachez-le, vous pouvez regarder les rapports de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque de France, les Africains de la diaspora envoient 3 fois plus d'argent dans leur pays et à leur famille que l'aide publique au développement des pays riches vers les pays pauvres. Les transferts d'argent des migrants sont une bouée de sauvetage essentielle pour les pays pauvres, selon la Banque mondiale. Alors que le nombre de migrants a baissé dans le monde en 2021, les transferts de fonds vers leur pays d'origine devraient connaître une hausse spectaculaire de 7,3% cette année, à 589 milliards de dollars. Alors que le nombre de migrants a baissé dans le monde en 2021, les transferts de fonds vers leur pays d'origine devraient connaître une hausse spectaculaire de 7,3% cette année, à 589 milliards de dollars,
520 milliards d'euros. Les migrants originaires des pays pauvres envoient 3 fois plus d'argent que l'ensemble de l'aide publique au développement dépensée par les pays riches dans le monde. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, le FMI, la Banque de France, les clubs de Londres, de Paris, la Banque européenne, la Banque centrale européenne. Quand vous regardez les données économiques, les Africains, par leurs transactions financières, MoneyGram, Western Union, Sendwave, tout ce que vous voulez, envoient 3 fois plus d'argent dans leur pays que ce que chaque pays reçoit au titre de l'aide publique au développement. Donc, ça suppose que si nos pays veulent gagner 2-3 points de croissance et de développement, il faut plutôt organiser, il faut bien organiser l'aide financière des diasporas envers leur pays. Le Mali, le Burkina, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Nigeria, tous ces pays-là reçoivent beaucoup d'argent de personne à personne au titre de la solidarité familiale. Parce que il faut financer la scolarité, il faut financer la santé, il faut financer parfois une petite entreprise. Bon, entreprise, c'est le mot officiel, si vous voulez vous déclarer auprès des services compétents, mais un petit commerce. Et tout ça, les diasporas les financent au nom de la solidarité familiale, mais même au nom de la solidarité amicale. Il y a des gens qui soutiennent les amis avec lesquels ils ont grandi. Mais dans les pays de l'Afrique de l'Ouest principalement, vous avez cette solidarité villageoise, cette solidarité régionale. C'est-à-dire, vous avez des villages, vous avez des régions où l'école, l'hôpital fonctionnent grâce aux apports des diasporas originaires de ces villages-là ou de ces régions-là. Les salles de classe mises à la disposition de nos enfants, ce n'était pas évident il y a 30 ans. Maintenant, il est possible d'étudier de la maternelle jusqu'à en classe de terminale sans bouger de chez soi. La construction du lycée a coûté plus de 220 millions de francs CFA. Et 30% du budget a été financé par des ressortissants de Tilogne qui habitent un peu partout dans le monde. Et là, nous sommes dans des formes de solidarité villageoise. Vous avez l'exemple des tontines des Africains, peu importe les pays, en Afrique noire, le système des tontines est très, très, très reconnu, étant que c'est une solidarité économique groupale, c'est-à-dire un groupe se met ensemble, ça peut être la famille, les amis, les proches relations, et il organise comme ça des espèces de tontines, chacun met, allez, je donne un chiffre comme ça, chacun met 500 francs, nous sommes 10, alors à la fin ça fait 5000, donc ça va financer telle ou telle chose. Moi je connais des gens qui font des tontines où chacun récupère entre 10 000 et 20 000 euros pour financer telle ou telle action au Congo, et comme ça tourne. Donc voilà les formes de solidarité. Mais lorsqu'on arrive à l'échelle nationale et que le pouvoir nous parle d'une taxe forfaitaire de solidarité nationale, attention, c'est un terme scientifique. C'est un terme des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire économie. L'économie est une science humaine et une science sociale. Donc, quand on dit la taxe forfaitaire de solidarité nationale, la phrase, elle est juste. Mais attention, il manque au ministre Ngassé l'effort pédagogique de venir expliquer aux populations congolaises qu'est-ce qu'il entend par taxe forfaitaire de solidarité nationale. Pourquoi taxe forfaitaire et pourquoi solidarité nationale? Tous ces mots, en réalité, pour que sur le plan juridique, administratif, ça passe, il faut, et même économique et financier, pour que ça passe, il faut que le ministre, en plus d'avoir noté ça dans la loi finance, puisse faire l'effort pédagogique d'expliquer aux populations qu'est-ce qu'il entend par cette taxe. Pourquoi il met la taxe? La solidarité nationale, mais envers qui? Envers quoi? Pourquoi? Combien de temps? Parce que lorsqu'on met une taxe, la taxe est censée financer une action publique. Et à la fin de cette action publique, la taxe doit disparaître. Si cette action publique est éternelle, en tout cas à plus long terme, eh bien, la taxe peut aussi être
à plus long terme, quitte à soit corriger le besoin ou corriger son financement. Donc, cet effort n'a pas été fait. Alors, inutile de vous rappeler que nous sommes en dictature. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois. Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxio, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Et donc, cette façon-là de proposer cette taxe, c'est ce qu'on appelle la dictature. C'est-à-dire, on balance des phrases, on balance une taxe et on s'assoit, on en reste là. Or, avant, il faut d'abord demander aux populations, mais comment on fait pour demander aux populations? Les députés PCT. Qui a vu un seul député sénateur PCT dans son fief? C'est normal, hein? Quand je dis fief, je suis maître des sciences sociales. Je ne suis pas en train d'utiliser le mot fief dans sa façon d'être utilisé au Congo. Non, le fief veut dire le territoire où on est élu. Chaque député représente un territoire. Chaque sénateur représente un territoire. Chaque maire, chaque élu local représente un territoire. Alors, qui est allé à la rencontre de ces militants pour quand même avoir leur avis sur la fameuse taxe forfaitaire de solidarité nationale? Qu'est-ce que les populations des fiefs du PCT pensent et qu'est-ce que les populations des fiefs des opposants pensent? Aucun de tous les députés congolais, personne n'est allé discuter avec ses représentants. Et là, on voit la manipulation. Quand ça les arrange, ils disent, ah, mais vous savez, moi, mes élus, ceux qui m'ont élu me demandent ça. À chaque question sociale, sociétale, il faut que chaque élu reparte dans son territoire en échanger avec ceux qui l'ont élu. C'est ce qu'on appelle la représentation nationale. Sinon, ces gens-là représentent qui? Nous avons vu les réactions des Congolais. Et donc, il faut un effort à la fois du pouvoir et des parlementaires pour expliquer et puis débattre. Quel jour le parti au pouvoir, le PCT, et l'opposition et la société civile vont débattre fara, comme on dit chez nous, face à face. Nous voulons voir ces débats-là face à face. Le ministre Ngatse, avec le chef de l'opposition, avec Clément Mirassa, avec Destin Gavé, et on ajoute M. Nzila, de la société civile, on ajoute les représentants des consommateurs, on ajoute les représentants du patronat, c'est-à-dire les sociétés qui gèrent la téléphonie. Qu'est-ce que cela implique dans leur budget, dans leur pouvoir d'agir, d'action aussi, de voir que l'État va ajouter une taxe de 100 francs. Est-ce qu'ils vont répercuter la taxe sur les factures? Mais ça se débat. Ça ne tombe pas du ciel comme Minerve tombée de la tête de Jupiter ou encore un cheveu dans la soupe. C'est pas possible. C'est pas ça la politique. Ça, c'est du bricolage, et du bricolage du village. Quand on fait la politique, on est à un niveau de raisonnement où on est pédagogue. On vient expliquer les choses. On vient dire aux gens qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on le met en place. Donc, on n'arrive pas à expliquer les choses, mais on met comme ça. Et d'ailleurs, j'ai été parmi les premiers à demander aux Congolais de faire attention.
Le débat le plus important à l'Assemblée, c'est la loi de finances, parce que c'est dans ce document que l'État va vous dire quelles sont nos recettes et quelles sont nos dépenses en année civile, 1er janvier, 31 décembre. Le budget de l'État, comment ça marche? Le budget de l'État est constitué de recettes et de dépenses. 95% des recettes sont des recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, les sociétés et le patrimoine. Et les taxes sur la valeur ajoutée ou les produits pétroliers par exemple. Les dépenses, quant à elles, sont de 4 natures. Les dépenses de fonctionnement, comme les salaires des fonctionnaires. Les dépenses d'intervention, dans le domaine social et économique, comme les allocations chômage, mais aussi internationales, comme la contribution à l'Union européenne. Les dépenses d'équipement et d'investissement, la construction d'une route par exemple. Depuis plus de 30 ans, l'État dépense plus qu'il ne perçoit. On dit qu'il est en déficit budgétaire. L'État s'est endetté pour faire face à l'accumulation de ces déficits. Il faut donc ajouter un 4e poste de dépenses lié aux intérêts de cette dette. Attention, nous parlons ici de déficit budgétaire, qui ne comprend que les dépenses et les recettes de l'État, et non de déficit public, qui prend également en compte celles des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Dans la zone euro, tous les pays se sont engagés à présenter un déficit inférieur à 3% du PIB. Pour réduire son déficit, l'État a 2 leviers à sa disposition. L'augmentation de ses recettes et la réduction de ses dépenses. C'est le gouvernement et le Parlement qui déterminent quel levier privilégier lors de l'élaboration du budget. Pour cela, chaque année, de janvier à septembre, tous les ministres participent, sous la coordination du ministre du Budget, à la préparation du budget de l'année suivante, dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances. La loi de finances doit ensuite être adoptée par le Parlement, puis promulguée par le président de la République avant le 31 décembre. Tout au long de ce processus, des institutions indépendantes, telles que la Cour des comptes ou l'Union européenne, exercent un contrôle. Pour établir le budget, le gouvernement doit tenir compte des prévisions de croissance. En effet, si l'activité économique ralentit et que le chômage augmente, les recettes fiscales de l'État diminueront. Et certaines de ces dépenses, les allocations chômage notamment, augmenteront. Réciproquement, les choix en matière budgétaire ont des effets sur l'activité économique. En effet, si l'État dépense davantage en prestations sociales afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages, cela peut avoir un effet positif sur la consommation et la croissance. Les orientations retenues dans le budget sont déterminantes pour les politiques publiques. Il est donc essentiel qu'elles soient analysées et discutées dans le débat public. Et quand vous regardez encore, comment on appelle, la loi de programmation pour la loi finance de l'année 2025, nous sommes quand même autour d'un budget, je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. L'avant-projet présenté par le ministre de Finances pour l'exercice 2025, le ministre Ngatse, cette loi finance est en augmentation de 8,5% des ressources budgétaires et qui se chiffre, et là je prends le document, hein, c'est pas moi qui le dis, j'ai le document, donc il se chiffre à 2826 milliards 600 millions de francs CFA. Ça, c'est ce qui est prévu. 2826 milliards en recettes et à peu près 2200 milliards en dépenses. Donc, une fois de plus, un budget
qui serait excédentaire de 600 milliards de francs CFA. Il faut que le ministre vienne expliquer, parce qu'au final, on ne comprend pas. On nous met une taxe de solidarité nationale de 6 milliards. Or, dans le budget 2025, il est prévu un excédent de 600 milliards. Mais à quoi vont servir les 6 milliards? Qu'est-ce que 6 milliards lorsque vous avez 600 milliards d'excédent budgétaire? Et en quoi les 600 milliards d'excédent budgétaire ne peuvent pas couvrir les besoins de 6 milliards? Vous voyez que, du point de vue même pédagogique, didactique, mais je ne sais pas d'où vient M. Ngatsé. Je ne sais pas quelle formation initiale il a. Il y a peut-être là un raisonnement que moi, le Congolais moyen, que je ne comprends pas. Mais il faut que M. Ngatsé vienne à la télé, à Télé Congo, à DRTV, à R7, à Ziana TV, qu'il vienne expliquer aux Congolais. On ne peut pas continuer comme ça avec un gouvernement qui n'est pas capable d'expliquer les choses et qui vous dise circuler, il n'y a rien à voir, c'est ce que le pouvoir a décidé. Mais le pouvoir n'a pas la quintessence de toutes les sciences. Vous avez au Congo des gens qui ont étudié. Nous avons un ministère de l'économie et plutôt un département de sciences économiques. Nous avons une institution de gestion au Congo. Nous avons des écoles de management. Et les journalistes congolais doivent appeler toutes ces personnes pour venir décortiquer la loi finance sans qu'il y ait bagarre. Nous sommes des intellectuels. Hannah Arendt disait, là où on ne supporte plus les mots, apparaît le massacre. Alors on ne va pas être dans le massacre, on va supporter les mots et on va débattre. Les Congolais ont soif de comprendre. Les Congolais veulent comprendre. Lorsque j'ai 600 milliards dans ma poche, en plus de tous mes besoins, quand j'ai fini de régler tous mes besoins, il me reste 600 milliards dans la poche. Mais qu'est-ce que j'ai en mon kikiné de quelqu'un qui a 6 milliards? Il y a là problème. Il y a là anguille sous roche. Soit les chiffres de M. Ngatsé sont faux, soit ils veulent juste, comment on appelle ça? Ils veulent juste racketter le peuple congolais et lui voler 6 milliards. Parce que sinon, on a réellement un problème. Soit les chiffres sont faux du budget 2025 qu'ils présentent, soit ils veulent voler encore une fois les Congolais en créant une taxe qui n'a pas de raison d'être. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Sans être un spécialiste du budget, M. Ngatsé présente son budget 2025. Il dit voilà les recettes prévisionnelles et voilà les dépenses prévisionnelles. Il y a un déficit de 10 milliards. Mais donc, je dois trouver 10 milliards pour que mon budget soit à l'équilibre. Et donc, parmi les 10 milliards que je dois aller chercher, j'ai créé une taxe. C'est juste, hein, attention, hein, le raisonnement peut être juste. Mais sauf que la méthodologie ne marche pas. Donc, cette taxe aurait des raisons d'être s'il nous manquait entre 6 milliards et plus. Et donc, on crée une taxe de 100 francs. Et quand on chiffre, on dit ça va nous rapporter 6 milliards. Et donc, on a nos 6 milliards. Mais lorsque déjà le budget est excédentaire de 600 milliards, pourquoi créer une taxe qui va rapporter 6 milliards? 6 milliards, ça représente quoi dans 600 milliards? Une goutte d'eau. Donc, c'est une taxe d'emblée qui est inutile. Et de toute façon, lorsqu'on parle de la solidarité nationale, il faut déterminer la notion de solidarité. Vers quoi on doit être solidaire? Quelle est l'action prévue pour qu'on ait besoin d'argent et démontrer qu'on est solidaire? En introduction de mon exposé, je vous parlais de la solidarité familiale. Est-ce que même au niveau des ménages, au niveau de famille, que les économistes appellent les agents rationnels, regardez la rationalité même au niveau des familles. Lorsque un membre de la famille appelle quelqu'un dans la diaspora, ou même au Congo, appelle, bon, écoute, j'ai besoin de 100 francs. Mais il lui dira forcément pourquoi faire. S'il lui dit pour ne rien faire, personne ne lui donnera 100 francs. Ah non, mais tu sais, il y a un tel qui est malade, donc il y a une ordonnance. Ah, d'accord. On connaît l'objectif, on connaît l'orientation, on connaît la dépense. Or là, on nous dit juste que la solidarité. Mais la solidarité nationale n'est pas une dépense. C'est ce que les sociologues et les psychologues appellent des notions balises, des notions bateaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a compris, mais en réalité, on n'a rien compris. Il faut décortiquer le sujet. Donc, on voit bien que cette taxe
c'est une taxe de trop au nom d'une solidarité nationale qui n'existe pas. Et d'ailleurs, puisque le budget est excédentaire de 600 milliards, ça suppose qu'on peut encore augmenter nos dépenses de 600 milliards. Alors, pourquoi ne pas les augmenter? Un budget est censé être à l'équilibre des charges et des recettes. C'est-à-dire, on commence d'abord par chiffrer les charges. Quand on élabore un budget, on commence toujours par les charges. Quelles sont mes charges? Que ce soit le budget familial. Vous êtes à Brazzaville, vous travaillez. La première chose, quels sont vos salaires? Est-ce que vos salaires couvrent vos besoins? Si les salaires ne couvrent pas le besoin, qu'est-ce que les gens font? Ils vont trouver un deuxième emploi, un troisième emploi, où ils créent une petite unité, où ils se mettent aussi en auto-entrepreneur. Mais partout dans le monde, c'est comme ça. Ou encore, il se dit, tiens, mon salaire est de temps, mes charges sont de temps, il y a déficit, eh bien, je vais réduire mes charges parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles que je peux laisser tomber. Par exemple, je ne suis pas obligé de fumer. Je ne suis pas obligé de prendre une bière. Je ne suis pas obligé de partir 4 fois en vacances. Je ne suis pas obligé d'acheter un costume cher. Mais par contre, je dois sécuriser la scolarité des enfants et de ma famille. Je dois sécuriser ma santé. Je dois sécuriser mon logement. Je dois sécuriser mon accès à Internet, à l'énergie, l'électricité, l'eau ou le gaz. Donc, ça, on appelle ça plus ou moins des besoins incompressibles. Ça, c'est des besoins, on ne peut pas y échapper. Que l'on soit riche, pauvre, on ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, une des solidarités nationales pour l'État, parce que le premier à être solidaire, ça doit être l'État lui-même. Hein. Attention, hein, c'est l'État qui doit caractériser la solidarité nationale. Donc, on fait son budget et on regarde qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire. Et c'est comme ça qu'on arbitre le budget. Et quand on a toutes les charges, on va donc chercher les recettes. Et quand on a trouvé les recettes, on se dit, tiens, est-ce que mes charges et mes recettes sont à l'équilibre? Besoin d'1 milliard pour les charges, eh bien, j'ai les recettes d'1 milliard. Ou bien que les recettes finalement seront plus que les charges, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ai un excédent. Est-ce qu'il y a des choses que je voulais faire que je n'avais pas prévues parce que je n'étais pas sûr d'avoir des sous? Maintenant que je les ai, qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que j'ai une dette? Eh bien, je vais peut-être rembourser une partie de la dette, ou encore augmenter les salaires, augmenter les bourses, goudronner une fois supplémentaire qui n'était pas prévue. Donc, voilà un peu la méthodologie de la loi finance, de façon un peu générale. Après, les spécialistes peuvent aller un peu plus en profondeur que moi. Mais ça, je vous dis déjà qu'au niveau même du débat politique, voilà de quoi on peut parler quand on parle de la loi finance. Donc, depuis des années, j'étais pratiquement le tout premier à alerter les Congolais en disant « Je ne comprends pas notre loi finance, où nous avons des excédents budgétaires, on ne sait pas ce qu'on en fait. » Et rappelez-vous, il y a maintenant plusieurs années, je vous ai dit, la première fois quand j'ai entendu parler des 14 000 milliards, tous ceux qui échangent avec moi, ils se souviennent, je leur ai dit c'est faux, c'est pas possible. Ils me disent mais bien sûr que ça se l'a dit, j'ai dit non. Et jusqu'à ce qu'ils m'ont montré la vidéo, j'ai dit mais c'est pas possible. Soit ce monsieur est un gros menteur, soit c'est un gros voleur, à lui de choisir. Parce que s'il dit la vérité, qu'on a eu ces 14 000 milliards, mais mon Dieu, vous avez cette vidéo de ce Camerounais qui dit 1 milliard en dépensant 1 million par mois, 88 ans, ou 88 ans, ou 83 ans. 14 000 milliards, qu'est-ce qu'on en a fait? L'usine de Dangote, avec 400 millions de francs CFA, vous créez une usine au Congo. Mais si on a 14 000 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? Clément Mirassa rappelait une chose où encore là, j'étais le premier à dénoncer. C'est qu'on a sorti l'équivalent pour goudronner plus de 130 km de route par Jean-Jacques Bouillard. Où est parti cet argent? Aucune enquête. Aucun débat parlementaire. Combien coûte 1 kilomètre de voie goudronnée? Mais ça, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des grands travaux doivent dire aux Congolais combien coûte 1 kilomètre de voie goudronnée. Et 136 kilomètres, ça nous a coûté combien? Cette route n'existe pas et c'est le député du PCT qui pose la question à Jean-Jacques Bouillard. Il n'a jamais répondu à la question. Alors, la solidarité, c'est envers quoi? Envers qui?
6 milliards, c'était pour compléter la voie goudronnée. 6 milliards, c'est pour faire quoi avec? Et il faut maintenant qu'on se dise, qu'est-ce que être solidaire? Qui doit être le premier à montrer l'exemple de la solidarité nationale? Je vous ai parlé de la route qui n'a pas été goudronnée, mais pour laquelle on a sorti l'équivalent de 136 km à goudronner. Est-ce qu'on est solidaire des populations qui devraient bénéficier de cette route? Regardez l'état des routes au nord du Congo. Regardez les inondations au nord. La solidarité nationale veut dire on prend cet argent et on traite les problèmes d'inondation au Congo. Je vous laisse regarder ce document sur les inondations au Congo. Le bassin du Congo risquera de connaître encore des inondations plus catastrophiques que celles de l'année dernière, au regard de la crue précoce observée aussi bien au niveau du fleuve Congo que de ses affluents. Partout, des eaux montent à grande vitesse et ce n'est qu'un début. On a constaté du 15 septembre à aujourd'hui 23 septembre, les eaux ont monté de 1,20 m. Ça nous inquiète. Ce rythme-là de 1,20 m, on avait constaté ça l'année passée à partir du 6 octobre. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà le 23 septembre, nous constatons cela. Donc, il y a la remontée précoce des eaux. Et si les pluies tombent à ce rythme que nous constatons là, on va enregistrer ipso facto des inondations. Dans le département de l'Aïkwala, plusieurs villages, campements et plantations du district de Fondo, de Pena, de Niélé et de Betou sont déjà dans l'eau. À cause de la montée des eaux, nous avons perdu nos plantations, nos maisons se sont écroulées et nous allons bientôt quitter le village. Dans le but de faire une identification d'avance des besoins réels de cette nouvelle vague de sinistrés, la mission conjointe FAO gouvernement, associée au bureau du PAM de Betou, s'est rendue dans les villages situés le long de l'Ubangui. Partout, c'est la désolation, la récolte précoce des cultures à cause des inondations. En arrivant pour assister les victimes d'inondations passées, on a encore été surpris. Les eaux ont considérablement monté et ont mis les plantations dans l'eau, les maisons dans l'eau et on voit une détresse alimentaire. Cette détresse alimentaire où on sent déjà la malnutrition, ils n'ont plus rien à manger et c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, on va faire une évaluation rapide de la situation actuelle. Nous allons faire le rapport et puis voir ce qui peut être apporté. Autre département, autre rivière, même réalité. La rivière Songa connaît également une crue précoce. Le niveau actuel des eaux n'était pas celui de l'année dernière en cette période. Sauf surprise, les crues doivent continuer jusqu'au 15 novembre. Donc on a encore un mois et demi. Donc c'est fort possible que nous puissions avoir le même niveau, sinon plus que celui de l'année dernière. Par solidarité des collectivités locales, le maire de la commune de Pokola prévient déjà des administrateurs des localités situées en aval. Il faut que les amis qui sont en aval, il faudrait qu'ils prennent des précautions, parce qu'après novembre, ces eaux-là se retrouvent là-bas, jusqu'à Brazzaville, Pira et autres, Yoro. La situation risque d'être la même, sinon plus que celle de l'année dernière. Avant de compter sur l'intervention de la communauté internationale en aval, il est certainement temps pour le gouvernement de mettre en branle en amont le plan national de lutte contre les catastrophes afin de minimiser les conséquences. Vous venez de voir ce document sur les inondations au Congo. On apprend que plus d'1 million de personnes sont affectées par les inondations au Congo. Alors, il y en a à Brazzaville, à Pointe-Noire, mais la situation est très préoccupante au nord. Je connais Betou, puisque j'y suis allé pour mes vacances. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous m'entendez souvent parler de Betou à Pointe-Noire, parce que je suis un amoureux de la ville de Betou. Je suis tombé sous le charme de Betou quand je suis allé pour la première fois en vacances. Je vous l'ai dit. Je prenais souvent le bateau fleuve Congo, et puis je revenais par le bateau ville de Brazzaville, des bateaux qui n'existent plus, puisqu'on a vendu tous nos ports. Donc, quand vous regardez cette situation, il faut que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre des Grands Travaux, le ministre de l'Économie, le ministre la ministre des Affaires sociales nous expliquent comment on est solidaire de ces populations. Comment se fait-il qu'une femme enceinte
soit obligé d'accoucher dans une pirogue. Personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un 2. Mais c'est normal, ils se débrouillent entre eux. Et heureusement qu'elle a eu la force. Mais bravo, madame. Et heureusement qu'elle a eu le réflexe de récupérer son bébé dans l'eau. Mais vous savez, quand j'ai suivi cette bande, j'ai pleuré. J'ai sincèrement pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des hommes politiques ignares à ce point? Voilà une population qui souffre. Le pouvoir est absent. Et on nous demande d'être solidaires par 100 francs par personne. Mais solidaire de quoi? Il y a une première situation qui est là. Je vous montre toujours dans le domaine de la santé une deuxième vidéo. Voilà, voici la maternité Adolphe Cissé à Pointe-Noire. Dans quel état est la maternité Adolphe Cissé? Voyez-vous ça? Hôpital Adolphe Cissé en maternité. Voilà l'état de l'hôpital. À juger par soi-même. Dites-moi ce que vous en pensez. On a même des blattes. Hein. Ils se baladent. Hein. Ils font leur vie tranquille. Vous venez de voir cette vidéo de l'hôpital Adolphe Cissé. Attention, hein. Le Congo indépendant, on a 2 hôpitaux de référence. L'hôpital général de Brazzaville et Adolphe Cissé. Avec des médecins de grande qualité, très bien formés. Moi, je me souviens, enfant, lorsque quelqu'un était malade, dès lors qu'il arrivait au portail d'Adolphe Cissé ou de l'hôpital général, la famille était soulagée parce que dedans, il y a du personnel de santé, aides-soignants, infirmiers, infirmières, assistants sanitaires, médecins, qui étaient capables de sauver la personne. Après, comme nous dit Freud, il y a 3 métiers impossibles, soigner, éduquer et commander. Mais en tout cas, les médecins, même s'ils ont un métier impossible, puisque de toute façon, il y a toujours des morts, mais ils étaient très, très, très efficaces, très professionnels. Et regardez comment est devenue la maternité d'Adolphe Cissé. Regardez dans quelles conditions nos femmes accouchent à Adolphe Cissé. Lorsque vous entendez que un tel va accoucher, elle est à la maternité d'Adolphe Cissé, regardez la maternité. Est-ce que les 6 milliards, c'était prévu pour rénover cette maternité? Si c'est ça, allons-y. Hein. Moi, je n'ai aucun souci. Hein. Il faut savoir que lorsque l'État se retrouve en difficulté, l'État agit sur sa politique budgétaire ou sur sa politique monétaire pour régler ces données macroéconomiques. La politique monétaire, on n'a pas la main, puisque c'est une monnaie qu'on a en commun avec déjà les autres pays de la CEMAC, mais aussi avec l'Afrique de l'Ouest qui utilise aussi le franc CFA. L'État va agir sur la politique monétaire, mais nous, on n'a pas la main, puisque les taux directeurs, on ne va pas les gérer, puisque c'est une parité fixe. Mais l'État peut agir sur sa politique budgétaire, et notamment la loi finance. La question de la création des taxes, c'est le rôle de l'État. L'État a raison de créer les taxes pour régler les problèmes. Voilà, l'État se finance par les taxes. Mais attention, il y a de la pédagogie à mettre, à expliquer aux gens. Si on ne sait pas à quoi va servir une taxe, on ne la met pas en place. La taxe vient répondre à un besoin. Donc, je vous donne là des exemples des inondations dans la Likwala et de la maternité Blanche Gomez. Pourquoi ne pas mettre une taxe sur ces 2 besoins? Je vous montre encore une autre vidéo qui pourrait justifier la mise en place d'une taxe. Oh là là, regardez le train. Là, le train vient d'arriver au Pécam Filou. Regarde tout le monde, il n'y a pas de train de voyageurs, il n'y a pas de train qui vont transporter les marchandises pour les commerçants. Regarde, tout le monde sont en route de Tombouroux, quoi. Ah, l'Afrique. Ah, l'Afrique. Ah, l'Afrique. Regardez l'Afrique. Le Congo. Ah, le pays de Marengwabi.
transformé par les... Ah là 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 là. Regardez. Regardez quelle pénitence. Ah là là, quelle souffrance. Ah là là, Pékin. Le train arrive. Le train qui a quitté Pointe-Noire. Ah, qui a fait une semaine en route. Pour prendre chaque gare, il faut prendre au moins 2 colis, les simples et les passagers. Regardez comment les gens se bousculent. Regardez. Pékin Filou. Ah, Pékin Filou. Je vous l'ai annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, voyager par train a longtemps été prisé par les Congolais. Dans les années 70 et 80, le CFCO, chemin de fer à Congo-Océan, faisait la joie et le bonheur des populations de par la qualité de ses services. Replongeons-nous dans cette ambiance sur ces images. Voilà. Controllere mbonga ni kwani kondikitere nata ni mwana efenegare ntsumbi latikeyo undila masini ni moni bakila tokobe. Chemin de fer Congo-Océan, Brazzaville-Pointe-Noire, 512 km. Jusque dans la décennie 80, les Congolais étaient fiers et heureux de voyager par train. À l'ambiance des retrouvailles s'ajoutait le confort des trains, appelés communément machine ou Micheline, la qualité des services offerts tout au long du voyage et la splendeur des paysages qui raccourcissaient les distances. Alors, vous voyez ce train? Nous sommes au Congo, 21e siècle. 600 milliards d'excédents budgétaires, 14 000 milliards qui dorment quelque part, et il y a des excédents budgétaires des exercices précédents. Il n'y a qu'à récupérer toutes les lois finances. Vous verrez que chaque année, ce sont toujours des lois finances excédentaires. Bon. Il n'y a pas de train. Un pays où, en 1930, dans les années 30, on avait déjà ce chemin de fer. Cette ligne est restée la même depuis les années 30. Est-ce que la taxe, on peut mettre une taxe sur les commerçants? Aujourd'hui, ce n'est pas justifié puisqu'on a des excédents budgétaires. Mais demain, on peut avoir une taxe sur les produits commerciaux qui empruntent les chemins de fer pour financer une deuxième voie, une troisième voie, l'entretien et autres. C'est comme ça que réfléchit un homme d'État ou un homme politique. En parlant de la solidarité, mais est-ce que vous savez que nous sommes déjà solidaires? Peut-être qu'on ne vous dit pas, nous sommes déjà solidaires nous sommes déjà solidaires sur le plan national. N'est-ce pas qu'on vous prélève de 2000 francs chaque mois pour financer Averda et le ramassage des poubelles? C'est déjà la solidarité nationale. Les taxes, c'est la solidarité nationale. Or, on a une taxe sur les poubelles que tout Congolais qui travaille paye 2000 francs, qui serait l'équivalent, semble-t-il, de 2 milliards, qu'on verse à une société qu'on appelle Averda. Cette société ne ramasse pas les poubelles et on fait ramasser les poubelles par nos militaires. Mais nos militaires ne sont pas recrutés pour aller ramasser des poubelles. Je suis désolé. Il y a bien une entreprise qui reçoit de l'argent et qui ne fait pas le job. Au lieu que cette entreprise soit poursuivie par la justice, condamnée à reverser des sommes reçues et qu'on n'a pas fait le job, mais en plus, on n'a même pas payé les salaires des gens. Et on va réquisitionner notre armée et des volontaires. Alors, je vais être très clair. Je ne serai jamais volontaire pour ramasser les poubelles. Ça, c'est clair. J'ai horreur d'une chose. C'est qu'on paye des gens qui ne font pas le boulot et on fait faire le boulot par d'autres personnes. Ça, c'est pas possible. C'est un gouvernement qui ne vaut pas la peine d'être en place. Très franchement. Allez poser la question à tous vos ministres, à Colline Makosso. Moi, je veux bien débattre avec tout le monde, si vous voulez. Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre, les ministres. Dites-moi comment aller expliquer à n'importe quel gouvernement au monde. Allez expliquer. Regardez le jeune capitaine au Burkina Faso. Regardez les jeunes présidents ailleurs, ou les autres pays. Comment peut-on accepter
que tous les mois, une entreprise reçoive des financements au titre de la solidarité nationale pour s'occuper des poubelles, et c'est l'armée qui va le faire à sa place, et personne ne dit mot. On trouve ça normal. Autre solidarité nationale que nous avons déjà, c'est la TVA. Combien de Congolais savent qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée? C'est-à-dire, quand vous faites vos achats, quand vous achetez le carburant, par exemple, pour prendre cet exemple-là, demandez au ministre Ngatse qu'il vous donne la liste des taxes prélevées sur les carburants. Demandez au ministre Ngatse. À chaque fois que vous achetez votre baguette de pain, il y a 20% qui entrent dans les caisses de l'État. C'est-à-dire que le pain peut coûter moins cher si on enlève la TVA. Et quand je dis la TVA de 20%, en fait, c'est là. Mais en réalité, vous payez combien de taxes dans la baguette de pain ou dans le pétrole? Vous payez la taxe. Là-dedans, on va inclure déjà, lorsque une société achète du brut, c'est taxé. La société transporte son brut, c'est taxé. La société stocke son brut, c'est taxé. La société va raffiner le brut, c'est taxé puisque les lubrifiants sont aussi taxés. Quand on nous le transporte encore au Congo, si ce n'est pas raffiné par notre propre raffinerie, on nous le transporte au Congo, c'est taxé. Lorsqu'on va le stocker au Congo, c'est taxé, et ainsi de suite. Et donc, tout ça s'accumule, vous l'avez dans le prix du litre de carburant. Et les États en général, il n'y a pas que l'État congolais, les États, c'est la richesse des nations. Allez lire tous ceux qui ont écrit, je crois que c'est Adam Smith qui est le premier écrit sur la richesse des nations. Allez lire sur la richesse des nations. Et donc, vous avez comme ça une série de taxes. Tous les produits, mais tous les produits, les habits, les constructions, tout est taxé. Et donc, nous avons déjà une forme de solidarité nationale. Et que dit le contrat social? On revient encore à ça. Le contrat social dit que l'État collecte toutes ces taxes pour s'occuper des problèmes des populations. Et les problèmes de population, ce n'est pas magique, c'est connu. C'est quoi? L'éducation nationale. L'éducation nationale. L'État finance l'éducation nationale. Dans tous les pays du monde, l'État finance l'éducation nationale. La santé. Ça, nous payons les taxes pour que l'État finance les hôpitaux. La police, l'armée, la gendarmerie, l'administration. Lorsqu'on nous fait payer les cartes nationales d'identité, ce n'est pas normal. Puisque nous payons déjà les taxes pour que l'État nous fournisse la carte d'identité nationale. C'est ça le contrat social. N'allez pas lire Jean-Jacques Rousseau ou le Thomas Hobbes, John Locke, et puis c'est des cours de philosophie. Non. Tous ces cours-là, ramenez ça à l'État congolais. Ramenez ça au niveau de l'État congolais. On nous a donné une éducation nationale abstraite. Maintenant, l'éducation nationale doit être concrète. C'est-à-dire, lorsque le professeur d'économie est en train d'enseigner la macroéconomie, il peut parler des États-Unis, de la France, de la Russie, de la Chine. Mais ramener au niveau du Congo, c'est quoi la macroéconomie congolaise? Au Congo, comment se manifestent les données macroéconomiques? Prenons nos chiffres à nous. On peut nous parler du contrat social de John Locke ou de Jean-Jacques Rousseau, de Thomas Hobbes. OK. Mais dites-moi, et au Congo, le contrat social, c'est quoi? On va nous parler de l'État, la République, la nation, oui. Mais au Congo, qu'est-ce que l'État? Et dans tous les domaines, il faut revenir à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut changer. Parce que sinon, on reste dans l'abstrait, on parle des autres, on nous parle d'une science comme si c'était une science étrangère à nous, alors que ça nous concerne au quotidien. Je vous disais dans l'une des chroniques, comment la société d'électricité et la société d'eau expliquent cette médiocrité, alors que les connaissances actuelles en production d'eau et d'électricité, les connaissances actuelles permettent à un ménage qui habite au 15e étage, au 20e étage, au 50e étage, d'avoir de l'eau et de l'électricité. Pendant que l'humanité célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau, bon nombre de ménages à Brazzaville la passent sans eau. Des robinets sont à sec, l'eau ne coule pas. Même démontré depuis hier
il n'y a pas de l'eau ne coule pas. Donc ça fait même 3 jours que l'eau ne coule pas. Des familles entières sont privées de cette ressource vitale. Nous sommes à Mungali, en plein cœur de la ville capitale. Pour s'approvisionner en eau, des populations sont soumises à des longues corvées, soit attendre à des heures dites de pointe pour voir l'eau couler de leur robinet. Cette triste réalité est même vécue au plateau des 15 ans, où les familles, pour s'approvisionner en eau, se dirigent vers des forages. Car même l'eau qui coule à des rares moments des robinets n'est pas aussi de bonne qualité. Ça fait 26 ans que je suis au plateau. L'eau, vraiment, a des difficultés. Malgré les installations que les Chinois viennent de nous fournir là, l'eau ne coule pas. C'est pour cela que nous déplorons ça. Donc l'argent devient difficile. Donc quand vous achetez 10 litres d'eau, 20 litres, peut-être pour toute la semaine, il faut acheter au moins 30 litres pour boire, parce que l'eau de pompe, vraiment, c'est bon. La pénurie chronique d'eau est le quotidien des Brazzavillois, surtout pour ceux qui vivent dans des quartiers périphériques. Quitte à la Congolaise des eaux de mettre en place un système hydraulique fiable pour combler les attentes des consommateurs à l'heure où l'humanité place l'eau au cœur des enjeux du développement. Comment les autres font pour mettre l'eau et l'électricité au 20e, 30e, 50e étage, et nous, on n'arrive pas à donner l'eau et l'électricité à l'horizontale. Et on est fiers d'applaudir les gens. Vous êtes fiers d'applaudir les gens. Le contrat social, la solidarité nationale, c'est aussi qu'on prélève les taxes aux Congolais pour financer ces sociétés-là, mais en contrepartie, ces sociétés doivent nous fournir l'eau et l'électricité. Sinon, ces sociétés sont responsables de la rupture de la solidarité nationale. Et le pouvoir qui ne sanctionne pas ces sociétés seront coupables de rupture de solidarité nationale. Donc, quand on parle de la solidarité nationale, mais de quoi on parle? Nous payons les taxes pour financer les hôpitaux, les infrastructures. La preuve, Jean-Jacques Bouya, je vous disais tout à l'heure, a pris l'équivalent de 136 km de route. Il est responsable de la rupture de la solidarité nationale. Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça à payer des taxes. Et en contrepartie, l'État les utilise pour jouir. Mais jouir en quoi faisant? Regardez l'argent qui est gaspillé. Nous devons être dans la solidarité nationale. OK? Il y a eu même un texte pour embrouiller les Congolais. On a sorti un texte comme quoi tous les ministres sont interdits de voyage, sauf le président de la République. Tout le monde a lu ce décret. OK? Certains ont applaudi, mais pas moi. Pourquoi? Parce que je savais que c'était du pipeau. La preuve, regardez. On nous parle de la solidarité nationale, on nous parle de taxer même des gamins de 18 ans. Que fait un enfant de 18 ans au Congo s'il n'est pas du pouvoir? Congolais lambda, 18 ans, 19 ans, 20 ans, il est encore au lycée, pour la plupart. Rares sont à l'université, donc ils ne sont pas producteurs. On ne peut pas taxer quelqu'un qui ne produit pas. Lorsque l'État met une taxe, l'État s'assure que je vais taxer des gens capables de payer la taxe. Un État qui met une taxe pour des gens qui n'ont pas les moyens de les payer, c'est de la dictature. C'est du bricolage, c'est de la médiocrité. C'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Dans cette vidéo, on voit le mariage d'un ministre avec la fille du président. C'est leur vie privée, je n'ai rien à voir là-dessus, ça les regarde. Mais n'empêche, comment on sort un texte interdisant au ministre de voyager et il y en a qui voyagent? Monsieur Koliné Makosso, contrôlez-vous vos ministres? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce mariage? Je respecte la vie des gens.
En France, vous ne pouvez pas vous marier dans une ville si cette ville-là n'est pas votre domicile principal. Allez vérifier. Lorsque vous n'habitez pas en France, vous ne pouvez pas célébrer un mariage en France. Donc, moi, je serais quand même curieux de savoir quels sont les documents fournis par le couple pour obtenir le droit de se marier en France, alors même que le mariage est célébré à la mairie où est le domicile principal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code civil français. 1. La résidence d'au moins 30 jours sur le territoire français. Pour qu'il y ait célébration de mariage en France, un étranger doit justifier y séjourner depuis plus de 30 jours. Cette condition n'a pas été respectée par les deux futurs époux en effet. Il est de notoriété publique que les futurs époux sont des personnalités publiques de droit congolais par rapport aux fonctions qu'ils occupent dans ce pays. Le futur marié émarge au budget de l'État congolais en tant que ministre chargé de l'urbanisme. Il paraît invraisemblable qu'avec une telle responsabilité tant politique qu'institutionnelle, il puisse séjourner en France depuis plus de 30 jours non interrompus. Aussi ne puis-il pas prétendre résider habituellement en France dans la mesure où la notion de résidence s'analyse administrativement sur une période ne pouvant être inférieure à 180 jours. La future épouse étant, quant à elle, une conseillère spéciale à la présidence de la République, il demeure évident que pour des besoins de ses fonctions, elle élise domicile au Congo quoiqu'elle eusse la nationalité française. Comme le futur époux, il faudra recourir à sa résidence fiscale pour déterminer le lieu où le mariage doit réellement être enregistré et célébré. 2. La résidence chez un parent de l'un des époux. Cette condition alternative n'est pas non plus remplie. L'époux étranger peut fixer sa résidence au lieu du domicile de ses parents. Or, dans le cas d'espèce, le futur époux n'a ni père ni mère qui résiderait habituellement en France. Même si cette condition pouvait être remplie, il va falloir justifier en quoi la mairie du 16e arrondissement de Paris serait le lieu de célébration du mariage. Le père de la future mariée est le chef de l'État congolais. Par essence, sa résidence habituelle peut qu'être au Congo, sa fille ne peut pas prétendre se domicilier à l'une des résidences, propriété de la famille, ou à un immeuble personnel. Étant que citoyenne française, elle a la possibilité d'inscrire et célébrer son mariage au consulat de l'ambassade de France au Congo. Et donc, il appartient à l'équipe de la mairie qui a célébré le mariage de nous éclairer, nous les Congolais, parce qu'on est un peu perdus d'entendre souvent les gens du pouvoir qui viennent se marier en France. Première chose. Deuxième chose, et c'est ça, c'est pour cela que je vous parle de ce mariage. On nous demande à nous les Congolais l'effort de solidarité nationale. Mais je vous dis encore, la solidarité nationale, c'est une notion des sciences humaines et sciences sociales, et ça va très loin. Au Congo, vous avez des entreprises de l'événementiel, c'est-à-dire des entreprises qui organisent ce genre d'événements. Donc, si on parle de la solidarité nationale, la fille du président et le ministre doivent se marier au Congo et avoir des prestations des entreprises d'événementiel congolaises pour permettre à ces entreprises-là de faire du chiffre d'affaires. À chaque fois que ces gens vont ailleurs, mais ils favorisent. Vous imaginez la société événementielle française qui a assuré ça? Combien ils ont touché? Mais des millions d'euros. Donc, des millions d'euros qui manquent à nos sociétés événementielles. Des millions d'euros qui manquent aux taxes que les consommateurs payent et que les entreprises payent pour notre trésor. Alors, votre solidarité nationale, M. Koliné Makosso, M. Denis Sassou Nguesso et M. Ngatse, vous l'avez étudiée où? Vous l'avez apprise où, cette solidarité nationale? Et c'est quoi pour nous, la solidarité nationale? Moi, président, aucun ministre ne se marie à l'étranger. Celui qui veut se marier à l'étranger, il démissionne du gouvernement. Parce que moi, président du Congo, mon rôle, ce n'est pas d'enrichir les entreprises étrangères, c'est d'enrichir les entreprises congolaises au nom de la solidarité nationale. Et tout Congolais qui a son domicile principal au Congo-Brazzaville, qui va se marier à l'étranger, eh bien, ce mariage ne sera pas reconnu par le Congo. Et donc, il n'y aura pas de droit de succession en cas de décès. Ça sera considéré comme nul et nul d'effet. Voilà comment, moi, président, je vous mets en pratique une solidarité nationale. Je vous montre une autre vidéo.
On voit la fille du président, conseillère spéciale de son père, Claudia Sassou Nguesso, si je ne me trompe pas, avec toute sa famille. Ils vont où? Quand j'ai vu cette vidéo une fois de plus, je me suis dit, mais c'est pas possible. Eh ben, ils vont au jubilé, semble-t-il, d'Adebayor. D'accord? Bon. Adebayor a joué en France, en Angleterre. Vous avez déjà vu la famille Sassou dans les tribunes en train de regarder les matchs d'Adebayor? Voilà une dépense qui va bénéficier à d'autres et non pas aux entreprises congolaises, aux Congolais, au trésor congolais, mais cette famille nous parle de la solidarité nationale pour 100 francs. Mes chers compatriotes, vous voyez, je vous laisse regarder aussi cette autre vidéo, toujours au Togo. Qu'est-ce que vous regardez dans cette vidéo? Claudia Sassou Nguesso, avec les membres de sa famille, certainement les membres de sa famille côté RDC. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a donc affrété un avion. Et donc, elle a affrété un avion avec des milliards de dons. Elle-même pourra nous donner le chiffre exact. Mais regardez les dons qu'elle fait à cet orphelinat. Regardez comment elle va soulever des enfants au Togo. Et regardez comment les membres de sa famille montrent de la joie, de l'empathie vis-à-vis des orphelins togolais. C'est bien. C'est bien. On n'a rien contre nous les Congolais de Brazzaville, contre les orphelins togolais. Sauf que la famille Sassou ne fera jamais ça aux Congolais. Vous ne voyez pas Claudia aller vers les élèves congolais. Elle est allée donner des dons, des affaires scolaires aux orphelins togolais, aux enfants togolais, alors qu'au Congo, il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école par manque de fournitures scolaires. Et on ose nous parler de la solidarité nationale. Mais cette solidarité... Et le pire, quand on parle de la solidarité nationale, mais on est solidaire envers qui, envers quoi, je disais tantôt. Mais les Diables Rouges ont joué en Afrique du Sud, ils ont joué au stade Massamba Déba, ils ont joué au Maroc, ils ont joué un peu partout. Dites-moi, vous avez vu Sassou? Vous avez vu Christelle? Vous avez vu Claudia? Même le ministre des Sports, est-ce qu'il accompagne les Diables Rouges? Mais c'est curieux quand même. Les gens qui vous parlent de la solidarité nationale, Sassou lui-même, il est solidaire du Real de Madrid. Sassou préfère aller visiter le stade du Real de Madrid en Espagne que de visiter le stade Massamba Déba où il peut aller même à pied. Et voilà, c'est lui qui vient vous donner des leçons de solidarité nationale. Les enfants de Sassou vont regarder le jubilé d'Adebayor. Eux qui ne sont pas capables d'affréter des avions pour aller avec les Diables Rouges lorsque les Diables Rouges jouent leur match. Et ce sont eux qui vous donnent des leçons de... Non, écoutez, mes chers compatriotes, soyons sérieux. Si nous voulons que le Congo avance, soyons sérieux. Arrêtons le bricolage. Affréter un avion privé. Allez, alignons les taxes. Quelles sont les taxes qu'on a payées? Et tout ça, que ce soit le mariage, que ce soit cet avion avec cette vie paradisiaque qu'on nous montre, mais c'est aux frais de l'État congolais, puisque ces enfants-là ce ne sont pas des patronnes d'entreprise. La seule entreprise qu'elles ont, c'est l'État congolais et les finances publiques. Le ministre n'est pas un patron. Le ministre est au service de l'État. Quand ils vont se marier, ils déplacent tout le monde. Et c'est aux frais du trésor public. Donc, eux, ils ne peuvent pas être solidaires. Ils sont solidaires d'eux-mêmes. Mais le peuple doit être solidaire des comptes publics. Mais dans ce cas, mettons la clarté dans la gestion des comptes publics. Et donc, dites-nous, le voyage de Claudia Sassou, combien ça a coûté aux contribuables? Bon, si on dit qu'elle a payé avec ses propres fonds, il faut qu'elle vienne expliquer d'où elle trouve l'argent. Elle est députée, conseillère de son père, mais ce n'est pas suffisant pour qu'elle paye, qu'elle achète des appartements à la Twin Tower, 7 millions de dollars. C'est au-delà de ses revenus en tant que conseillère de son père et députée de la République. En dehors de ça, elle n'a pas d'entreprise. Donc, cette question liée à la solidarité nationale dont on vous parle, je félicite vraiment l'effort des Congolais de partout, mais vraiment de partout, qui ont réagi avec force. Et qu'est-ce que nous avons vu? La naissance d'une société civile. La naissance d'une société civile qui, aujourd'hui, ne se laisse plus berner. Et d'ailleurs, je vous laisse suivre qu'est-ce que France Télévisions ont dit
et les réactions des Congolais. Le gouvernement congolais prévoit d'instaurer un impôt forfaitaire de solidarité nationale fixé à 1 200 francs CFA par an, prélevé automatiquement sur les crédits téléphoniques et les résidents âgés de plus de 18 ans dans le pays. Une mesure qui suscite une vive polémique tant au sein de la population qu'au niveau de l'opposition. Les Congolais dénoncent une surcharge économique injuste dans un contexte de crise. Nous revoyons ce reportage de notre correspondant à Brazzaville, Vivas Mabouana. Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, le gouvernement congolais prévoit d'instaurer un impôt forfaitaire de solidarité nationale fixé à 1 200 francs CFA par an, prélevé automatiquement sur les crédits téléphoniques des résidents âgés de 18 ans et plus. Cette nouvelle taxe suscite un vif débat. Au sein de la population, beaucoup perçoivent cette initiative comme une surcharge économique. Je pense que le gouvernement congolais ne se rend pas compte qu'avec l'augmentation du prix de l'électricité, l'augmentation du prix du carburant et aujourd'hui l'inflation qui est généralisée dans le Congo tout entier, qu'ajouter un poids de plus, ils attisent une flamme sur un feu qui risque de péter. Donc il faut faire absolument attention. Comme Franck, de nombreux Brazzavillois craignent que cette nouvelle imposition vienne accentuer une précarité déjà grandissante. Nous avons connu dans ce pays la manne pétrolière. Nous avons eu des excédents budgétaires. Nous avons eu dans ce pays où on nous a parlé de 14 000 milliards de générations futures. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions jamais ce qui a été fait avec cette somme d'argent. Et aujourd'hui, on va prélever les 1 200 francs sur les comptes de Momo de chaque Congolais. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est une façon de voler. Du côté de l'opposition politique, le discours est aussi virulent. Destin Gavé, président du parti Le Mouvement Républicain, condamne cette mesure en la qualifiant d'arnaque. Lorsque vous êtes en face d'un pays dans une telle situation, la meilleure chose à faire pour les dirigeants, c'est la réduction du train de vie de l'État. Ce n'est pas de faire peser la charge de l'échec d'un système, d'un pouvoir, d'un gouvernement sur le dos de la population qui n'a rien demandé. Donc nous pensons que la création de cette taxe, c'est une arnaque. Le sort de cette taxe est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale qui devra statuer prochainement. Si cette mesure est adoptée, elle pourrait rapporter environ 6 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Vous voyez les réactions de madame, de monsieur Franck Nzila plutôt, Franck Nzila, et de madame Flore Apovor, qui sont là, des vraies militantes de la société civile. Et nous les remercions sincèrement du fond du cœur. Mais pour d'autres sujets aussi, j'admire le travail que fait Amédée de Lolwembe, mais aussi Castalin Cédric Balou, qui sur le plan national essaient d'éclairer la population. Leur travail n'est pas facile, c'est un travail difficile, mais c'est un travail de conscientisation. Vous ne pouvez pas demander à un peuple de faire pression pour changer les choses si le peuple n'est pas conscientisé. Mais le peuple ne sera pas conscientisé s'il n'y a pas ce que moi j'appelle les sacrificateurs. Monsieur Nzila, Madame Apovor, Monsieur Delo Lwembe, Monsieur Cédric Balou, ce sont des vraies figures de la résistance politique, intellectuelle, sociale au Congo. Et j'espère que vous soutenez leur travail. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut changer des choses. Dieu ne descend plus du ciel pour changer les choses. Jésus ne descendra pas du ciel pour changer les choses. C'est avec ces petites touches, ces petites réactions, les dénoncer. Pour une fois, au final, le chef de l'UPADES a posé la question à cette réunion où il a été invité avec les ministres. Mais où va l'argent du Congo? Quand vous regardez cette vidéo, mais regardez la tête de Colline Makosso, regardez les têtes de tous les ministres et les députés du PCT dans la salle. Vous sentez qu'ils sont dérangés. Pourquoi? Mais faites appel aux psychosociologues, faites appel aux spécialistes du comportement et du langage non verbal. Ils vous diront que cette réaction veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont l'argent et qu'ils utilisent mal. Et que Tsatima Biala sait qu'il y a l'argent qu'on utilise mal. C'est pour ça qu'ils posent la question. Et la gêne dans la salle montre qu'ils savent qu'il y a bien l'argent, mais que l'argent est mal utilisé. Parce que s'il n'y avait pas d'argent, ils allaient réagir en disant « Mais écoutez, monsieur Pascal Tsatima Biala, vous savez bien que nous sommes en crise, le pays n'a pas d'argent. » Mais non, tout le monde sait qu'il y a 14 000 milliards, plus les excédents budgétaires. Donc, il y a l'argent. Donc, c'est du bon usage des comptes publics. C'est ça qui nous manque. Et ces populations, mais vous les trouvez aussi au niveau de la diaspora. Je regarde beaucoup les réactions, les interventions de Nadège Congo, par exemple, qui font un travail de fond
pour conscientiser les populations. Et ce travail atteint son paroxysme avec ce que R7 vous propose comme analyse. Tous les intervenants de R7 vous proposent des analyses selon des domaines qui sont très poussés. Et ce sont des choses que ces gens-là, nous, on arrive au pouvoir. Je ne dis pas que ça sera facile, c'est faux. Si je vous dis que ce serait facile, je serai menteur. Mais nous traiterons les problèmes des Congolais, les vrais problèmes des Congolais. L'État est le lieu d'expression et de protection des intérêts collectifs. La solidarité nationale, oui, on en a besoin. Mais de la manière dont le pouvoir l'explique, non, c'est du brigantisme, c'est du gangstérisme. Parce que lorsqu'on veut être solidaire de son peuple et qu'on veut que les choses s'arrangent, on sécurise les finances publiques. On ne permet pas à quiconque de dépenser n'importe comment le moindre centime, en montrant soi-même l'exemple. Je vous ai déjà montré, mais je vous montre encore. Quand on voit une fois de plus ces valises d'argent entre le Congo, Brazzaville et le Gabon, ces valises d'argent dans les maisons des enfants du pouvoir, cette fille de Dominique Okemba qui dit « j'ai donné 1,5 milliard à mon copain », quand on voit les maisons qu'ils ont, les voitures, tout ça là, quand vous voyez les costumes de Denis Sassou Nguesso qui coûtent entre 8 000 et 12 000 euros pièce, sans compter les montres Rolex, les chaussures qui coûtent cher, comment peut-on demander au peuple d'être solidaire pour 100 francs? L'une des solutions, c'est déjà que l'État doit réduire son train de vie. Et donc, vendre la moitié de leurs biens. Il faut que le pouvoir montre qu'il est sensible à la misère des populations et que tout l'argent public sera concentré dans la résolution des problèmes du pays. Je vous rappelle, je crois, le Premier ministre grec, au moment de la crise grecque, le Premier ministre grec ne mettait pas de cravate. On lui a posé la question, et quand vous regardez les photos avec tous les autres premiers ministres ou présidents, il était le seul qui avait une veste simple, une chemise simple, et la question lui a été posée par des journalistes européens. Il a dit que la Grèce est dans une telle situation économique et financière et sociale qu'on n'est même plus au bord de l'implosion. On y est déjà. Et donc, je n'ai pas le temps de nouer une cravate. Regardez l'habillement de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping. Regardez comment s'habillait la grande âme, Gandhi, Mandela. Regardez ces gens-là. Quand vous êtes en face d'un problème sérieux à résoudre, vous n'avez pas le temps de vous enquiquiner avec le maquillage et puis des costumes chers cousus sur mesure. C'est-à-dire que le mec a le temps de se mettre debout pour qu'on lui prenne des mesures, alors que le pays est dans une situation catastrophique. Le mec a le temps d'aller choisir des jolis costumes, des jolies cravates, alors que le pays, c'est-à-dire qu'on a appris que sur 800 élèves, 7 élèves se sont présentés à la rentrée scolaire. C'est dramatique. J'en ai pleuré. Mais eux, ils ont le temps d'aller faire des fêtes. Claudia Sassou Nguesso, conseillère de son père, députée de la République, alors que la rentrée scolaire a été catastrophique, au lieu d'être solidaire des familles, des enfants du Congo, des écoles, des enseignants qui souffrent, il y a des grèves partout. Elle a le temps d'affréter un avion pour aller regarder le jubilé des Adebayor. Mon Dieu. Mais dans quel monde on vit? Et on vient vous parler de la solidarité nationale. Vous voyez, je pousse la réflexion très, très, très loin parce que là, ne vous leurrez pas. Le FMI, la Banque mondiale, les clubs de Paris, de Londres, de Madrid qui nous financent, les institutions internationales, quand tout ce monde-là voit ça, ils savent que Denis Sassou Nguesso au pouvoir, il n'y a pas d'espoir pour les Congolais. La seule chose qui nous reste, c'est de trouver les moyens de nous débarrasser de ce pouvoir. Je vous ai expliqué, moi j'ai été formé, de nombreux Congolais ont été formés. Et d'ailleurs, je voulais en parler dans ma chronique, en faisant quelques recherches sur Internet, je suis tombé sur un mémoire, mais un mémoire rédigé par
un Congolais qui étudie au Canada sur les politiques sociales et le développement, le cas du Congo-Brazzaville. Je vous invite à retrouver ce mémoire sur Internet, où dans son mémoire, c'est M. Apollinaire Atongwari, que je ne connais pas. C'est un mémoire soutenu en 2006 à l'université au Québec. Dans son mémoire, il analyse comment les politiques sociales peuvent entraîner au développement d'un pays, en parlant même de la solidarité nationale. Mais la solidarité nationale se traduit aussi au niveau des politiques sociales. L'État est solidaire aussi de sa population en mettant en place les politiques sociales pour protéger les plus fragiles, pour protéger les plus en difficulté et permettre à tout le monde d'avoir accès à l'école, à la santé, parce que quand on a une bonne formation, y compris la formation professionnelle, et on est en bonne santé, eh bien, on est en état de travailler. Mais aussi les politiques publiques incitatives de création d'entreprises et d'emplois. Et donc, c'est toute une gymnastique que le pouvoir de Brazzaville ne maîtrise pas. D'ailleurs, c'est très compliqué pour eux ce que j'explique. C'est pour cela qu'il faut qu'ils partent, parce qu'il n'y a rien à attendre. Et le CRC n'arrête pas de rappeler que la grande révolution du fleuve, ce fleuve qui symbolise notre colonne vertébrale, c'est ça notre espoir. Parce que seule la révolution, le feu de la révolution permet de nettoyer toute la saleté que nous avons aujourd'hui au Congo et que une nouvelle pousse, des nouvelles plantes viennent fleurir notre jardin congolais. Et ça, c'est un travail sur lequel nous sommes. Ce qui nous manque au Congo, moi je vous dis ce qui vous manque au Congo aujourd'hui. J'ai cité la société civile. Mais où sont les syndicats? Moi j'entendais Cédric Balou tirer la sonnette d'alarme parce que certains syndicats menaceraient les salariés, les travailleurs en grève. Mais le rôle du syndicat, c'est d'être du côté des travailleurs. C'est quoi un syndicat? C'est un groupe de personnes qui défendent leurs intérêts professionnels. Les syndicats agissent par exemple pour obtenir de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail. Dans le passé, les syndicats ont permis de grands progrès comme l'interdiction du travail des enfants ou la possibilité de se reposer le dimanche. Il existe des syndicats dans des branches professionnelles précises comme les cheminots, les patrons, les professeurs, les agriculteurs, les étudiants. Certains ont des missions plus larges et défendent les intérêts de tous les employés. C'est le cas notamment de Force ouvrière, de la CFDT ou de la CGT. Ces syndicats discutent avec les chefs d'entreprise pour signer des accords, par exemple sur l'accueil des travailleurs handicapés. Dans la plupart des entreprises, le délégué syndical représente le personnel et défend les positions de son syndicat. Les syndicats discutent aussi avec le gouvernement sur des projets de loi sur le travail. En France, tout le monde a le droit d'appartenir à un syndicat, mais la proportion de personnes syndiquées est inférieure à 10%. Pourtant, les syndicats sont très puissants. Ils sont capables d'organiser des manifestations ou des grèves qui peuvent bloquer de nombreuses entreprises. Mais sans le syndicalisme, les Français seraient sans doute moins payés et ils travailleraient dans des conditions bien plus pénibles. Et tant, il nous faut une synergie. Société civile, les représentants des consommateurs, les partis politiques d'opposition et les syndicats. Et c'est comme ça qu'on a réussi en 92 à chasser Sassou du pouvoir. Aujourd'hui, vous avez des téléphones portables. Filmez, filmez, filmez. Ces images sur Internet, l'Internet, c'est devenu une grande bibliothèque. Aujourd'hui, toutes les justices mondiales puisent sur Internet. Nous avons le cas du Poul, par exemple, qui a été complètement rasé. Moi, je m'interroge aujourd'hui qui habite dans les zones rasées du Poul. Parce que je sais qu'on a affaire à un pouvoir de gangsters. Ils ont peut-être vidé le Poul pour y installer les Rwandais en douce, en silence. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voyez des étrangers dans des contrées du Poul bombardées et vidées de sa population. Mais vous faites des vidéos et vous mettez sur Internet. De toute façon, une fois que c'est sur Internet, ça devient immortel. Et en ce moment-là, à n'importe quel moment, on pourra traiter de ce sujet-là. N'ayant pas une frontière commune, on n'a pas à avoir une certaine population chez nous. Donc, le mot d'ordre que je peux vous donner à la fin, c'est la vigilance. Soyez toujours, toujours vigilants. Ne croyez jamais ce que le pouvoir vous dit. Décortiquez. Si le pouvoir dit juste, c'est juste, mais décortiquez. Pourquoi on met ça? Mais est-ce que c'est ça la méthodologie? Est-ce qu'on y a mis de la pédagogie? Et c'est quoi le résultat? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Ça, c'est très, très, très important.
J'espère que vous avez apprécié en tout cas la chronique d'aujourd'hui autour de ce qu'on pourrait appeler la solidarité nationale et comment manifester à la fois dans la loi finance, mais aussi dans les différentes lois additionnelles qu'on peut prendre pour que les Congolais se sentent solidaires les uns les autres, mais pour que aussi les Congolais se sentent cette solidarité entre l'État et les populations, entre le gouvernement et les populations, entre le peuple et la nation, entre le peuple et le pouvoir. Ça, c'est des sujets à traiter, à décortiquer, pour que les choses soient claires et que notre pays soit géré dans la clarté totale, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le débat contradictoire, il y en aura toujours. Churchill avait coutume de dire de la démocratie pluraliste que c'est le moins mauvais des systèmes politiques. Il ne disait pas que c'est le plus parfait ou c'est le parfait, non. Il disait le moins mauvais parce que ça régule. Ici, nous sommes dans des formes de pouvoir du tribalisme, c'est-à-dire que le pouvoir utilise le tribalisme, manipule la tribu, mais au final, on commence aussi à avoir des jeunes Mboshi qui disent « mais moi je suis Mboshi, je n'ai rien ». J'espère que vous avez vu cette vidéo sur Facebook où des jeunes Mboshi qui disent « mais moi je suis Mboshi, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien gagné ». Soki même dans l'accès longi apona to lembi pe ko bombana na minute to a fatigué bon oye ko yaka e la minute mais tebi ke mabe ya te poto finga moto te to lo ba pona ba vérité toute vérité à bon la nga o mutu lo na kolo bake bac na nga depuis 2009 on a dit bac ti lelo be nazo chômer na mboko mosale ya te balo ba concours ke ko sala ba kombo ebima akate to jwaka kate olobi recrutement la police yango biso ngo to bwaki nzoto mais l'air tozo yaka makambo zo simba kate ba liste ya lime boko ko tala ba liste be ba kombo ya te ba message tozo recevoir belo kata moke zo sala mate bolobi o eza né à la jeunesse tote kamimbongo na ba balabala ba policier ba bimba iba benga ni biso bo finalement bozo luka biso to kende wapi to sala nini na mboko bozo tia biso wapi na mboka na biso moto mo vivre le corps étranger hein toi liso na possibilité ko za le rond to lembi to ina posa bo lukela biso ba solution wapi ba galona dengo bino bo jaka bala na bino bandalande biso pe to ali okota kala video dengo bino bo jaka ba koko na bino ni ndenge biso pe to ali bo lukela biso ba solution to na volonté ya ko sala mosala l'armée ngo metala makambo to okutana nango doto zala kaka on dirait le cas bateau to éviter ce qui ni to ça na mboko c'était le cas fait bati ko lobaki ça so boye ba ike ba yakina ba ka il fallait bolo ba biso ke yakina ngo recrutement général té c'est ça bino bolo bino biso ke za recrutement général mais makambo to zo yakutana ngo eza yango té to lembi to lukela biso ba solution oya caporal chef bozo bon ben Bogoli me s'appelle le service so qui vidéo qui na ba toile qui na mabe monta ko kanga moto pete to apela ba pa na mboka la biso moko to fini moto te ko ja to le mon frère to apete ba rebelle le là ba le ba que no ba mboshi tout moto ba vivre ko le mais moi je suis mboshi yango na bala je souffre vous voir la ba mboshi ba to ba souffrir awa to ba tribaliste mo Congo te mo mboshi te mo bemba te ni te biso tout ba congolais voilà président moko le ba unité pour gagner travail. Toi, biso makambo mususu wana te. Biso to lingi bo éclaircir biso makambo mususu. Olobaki l'agriculture. Si biso na agriculture so moni bato basaki. To kena kisunji kuna président le balusu pour na l'armée te na kisunji kuna. Papa soko lancer ba usine na maputa o ekangama o ngala yo kuta manango te sa nini biso to sala te. Basenga 4 milliards. To lobi bo vidéo ekokende mosika o ekoya eya. Pour la situation à la moto qu'on est prêt. Ceux qui demandent suite des athées, donc il y a le ministère, il y a la défense, donc il y a le ministère, il y a la justice, donc il y a le ministère, il y a la jeunesse. Si tu as comme escale pression. Donc le cabisso suite est favorable. Vidéo qui est partout. Merci. 2025 année émergent on débrouille. Année de la jeunesse à Mobouille. Toumi, c'est le conseil à Boué. Papa, n'a pas son pouvoir. Recruter Bissot, tu as besoin de 1500 jeunes. Un dictateur ne peut pas satisfaire toute sa tribu. Ça, ne vous trompez pas. Donc, la manipulation tribale comme mode de nomination à des postes pour accéder au pouvoir politique et financier,
Ça a des limites. Les limites, c'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il faut que nous mettions fin à ce système que Diawara dénonçait depuis les années 1970-72, qu'il appelait le biométrie, où on va aller chercher les gens du village et de la famille au détriment des cadres bien formés. Ça, c'est très, très, très important qu'on puisse remettre à chaque endroit les cadres qui ont été bien formés et peu importe leurs origines, régionales ou familiales ou autres. Le cadre est national. C'est ce que nous disait souvent Monseigneur Kombo pendant la conférence nationale. Le cadre est national. Le cadre n'appartient pas à une famille. Le cadre n'appartient pas à un clan ou à un village ou à une région. Le cadre appartient à la nation. C'est dramatique d'entendre certains cadres congolais dire « J'ai été formé par Sassou ». Sassou n'a jamais formé personne. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent de la République. C'est l'argent de la nation. Donc les généraux qui disent, moi je me souviens quand Lissouba arrive au pouvoir, les Dabira et les autres ont déserté l'armée nationale en disant, mais moi j'ai été formé par Sassou, je ne peux servir que Sassou. C'est dramatique, ça veut dire que ce monsieur n'a rien compris. Un officier militaire qui dit ça, ou même un haut fonctionnaire qui dit, moi j'ai été formé par Sassou, c'est qu'il n'a rien compris. Massamba Deba, Youlou, Ngwabi, Yombi, Sassou 1, Lissouba, Sassou 2, ils n'ont formé personne. Tous ceux qui ont été formés sous leur présidence l'ont été avec l'argent public. Ils ne doivent rien à ces gens-là. Personne ne doit de sa formation à Youlou, à Massamba Deba, à Ngwabi, à Yombi, à Sassou 1, à Lissouba ou à Sassou 2. Nous devons tous nos formations aux finances publiques. Aucun d'eux n'a sorti l'argent de sa poche pour former un cadre congolais. On a été formé avec l'argent de la République. Nous rendons des comptes à la République. Moi, je n'ai des comptes à rendre à aucun président congolais, sauf au peuple congolais et à la nation congolaise et à la République. Le reste, c'est très faux. Je sers la République, la nation et le peuple. Et voilà ce que doit être le déterminisme de tout cadre congolais. Qu'il soit militaire, policier, gendarme, fonctionnaire. On sert la République, pas les gens. J'espère que vous allez apprécier cette chronique et vous allez liker, partager, vous abonner et pour ne pas rater les chroniques ou les autres interventions sur R7. Et puis, je serai ravi, en tout cas, de lire et de répondre à vos commentaires. Portez-vous bien, gardez-vous en bonne santé et je vous dis à bientôt pour nos nouvelles chroniques.